Nous avons deux invités qui vont débattre sur un sujet complexe, mais néanmoins très intéressant. Donc, deux intervenants que je vais présenter rapidement, qui vont chacun faire une intervention d'une demi-heure à peu près, avec un support visuel pour que ça soit un tout petit peu plus compréhensible, je sais pas. et après, on va garder une petite demi-heure pour un échange avec vous pour poser des questions et puis éventuellement engager un débat entre nos deux intervenants. Donc, nos deux intervenants ce soir sont, si vous avez remarqué, en fait c'est mon papa, hein, donc Gilles Cohen-Tanucci, qui est ancien élève de l'école polytechnique et docteur d'État en physique. Et hormis 2 années passées au CERN, il a passé toute sa carrière académique au commissariat à l'énergie atomique comme physicien théoricien. Il a été au département de physique théorique, mais il a aussi travaillé auprès d'expérimentateurs au département de physique des particules élémentaires, avant de devenir conseiller scientifique auprès du directeur de la recherche fondamentale du CEA, et actuellement il est toujours membre du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Il a été aussi un enseignant. En particulier, il a enseigné le modèle standard de la physique des particules à la fois auprès des doctorants à l'Université de Paris 11 Orsay, mais aussi auprès d'étudiants en philosophie à l'Université de la Sorbonne à Paris. Donc, un éventail assez large d'audience. Il est auteur également d'un certain nombre d'ouvrages qui ont jalonné sa carrière, en particulier le premier qu'il a écrit avec Michel Spiro, qui sera après le président du CERN. Il a écrit La matière espace-temps en 1986, L'horizon des particules en 1989 avec un physicien, Jean-Pierre Baton, un petit livre qui a été traduit en anglais, Les constantes universelles, en 91, Max Planck et les quanta en 2001, et puis de nouveau 2 livres avec Michel Spiro, le compagnon physicien de mon père, Le boson et le chapeau mexicain en 2013, et puis dernièrement la relativité et quanta, une nouvelle révolution scientifique en 2017. Pardon. Alors, Gilles Cohen-Tanucci est également philosophe. Il a écrit de nombreux articles. Il est membre du conseil scientifique et philosophique de l'association Ferdinand Poncet, en relation avec l'Académie internationale de philosophie des sciences, dont Ferdinand Poncet était un des fondateurs. Et donc mon père est chevalier de l'ordre des Palmes académiques et il a obtenu le prix Thibault ainsi que le prix Jean Perrin de la Société française de physique. À ma gauche, Rav Daniel Cohen, qui est un spécialiste de la Kabbale, qu'il étudie depuis 30 ans. Il a longtemps participé aux travaux de l'Institut Ramchal de Jérusalem, aux côtés du Rav Mordechai Shreki. Et depuis 15 ans, il travaille en étroite collaboration avec la Yeshiva Torat Acham, dirigée par Rav Yitzhak Meir Morgenstein, considérée comme une des sommités dans le monde sur la Kabbale. Il a animé un centre d'études et de recherche à Nice, et il exerce aujourd'hui en tant que rabbin et dirige la synagogue et le centre d'études Beth Azohar à Montréal, où il demeure depuis 15 ans. Il supervise par ailleurs le groupe Noaïd de Montréal. Et Daniel est aussi un grand traducteur de livres hébraïques en français. Il a traduit 2 ouvrages du Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, donc les 70 arrangements et les voies de la direction divine. Il a aussi traduit un livre d'Israël Baal Shem Tov, Lumière et sagesse. Et un petit clin d'œil, il a aussi traduit le traité des bénédictions du Sefer HaZikaron, le livre de la mémoire, du rabbi Ishmael Cohen-Tanucci. Pour démarrer, nous allons avoir 2 exposés a priori très orthogonaux, pour parler un peu mathématique. Un sur un récit de l'histoire de l'univers, avec bien sûr l'approche scientifique selon les lois de la physique que va décrire Gilles Cohen-Tanucci, et un second exposé donc plutôt sur l'approche métaphysique du récit de l'univers à partir des écrits juifs, en particulier les écrits de la Kabbale
qui sont en fait très peu connus. Tout le monde connaît le récit de Bereshit, mais les interprétations kabbalistiques le sont beaucoup moins. Donc je vais laisser la parole à Gilles, et on en a pour une petite demi-heure. Bonsoir, je voudrais d'abord remercier mon fils Denis et sa femme Julie qui m'ont donné l'occasion de faire ce séjour à Montréal pour la première fois. Hein, c'est la première fois que je viens à Montréal à l'occasion de la magnifique bar mitzvah de Nathan. Et puis de m'avoir donné aussi l'occasion d'avoir le débat que nous allons avoir ce soir avec mon neveu, le rabbin Daniel Cohen. Donc voilà, je vais commencer d'abord pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on entend par cosmogonie d'un point de vue scientifique. En fait, la cosmogonie scientifique, c'est un grand récit de l'univers, une représentation d'un univers qui n'est pas seulement en expansion, mais aussi en évolution, en devenir, depuis une phase totalement indifférenciée, survenue immédiatement après ce qu'on a appelé le Big Bang, et vous allez voir que maintenant la question du Big Bang se pose de façon assez différente, après le Big Bang, jusqu'à l'état dans lequel il se laisse observer aujourd'hui, en passant par une série de transitions où les interactions se différencient, les particules acquièrent leur masse, certaines acquièrent leur masse et d'autres restent sans masse, les symétries se brisent, de nouveaux états de la matière apparaissent, de nouvelles structures se forment, la physique qui sous-tend un tel grand récit de l'univers est la physique des états de la matière qui fait largement appel aux méthodes statistiques et de plus en plus aux modélisations et simulations rendues possibles par les progrès fulgurants de l'informatique. Donc voilà, ça trace un petit peu le cadre scientifique de cette approche. Alors, mais pour vous dire en quoi consiste la cosmogonie scientifique, je fais appel à quelqu'un qui a été le fondateur de cette cosmogonie scientifique. C'est l'abbé catholique, le chanoine catholique, Georges Lemaître. Il définit un peu ce qu'il entend par une cosmogonie. L'objet d'une théorie cosmogonique est de rechercher des conditions initiales, idéalement simples, hein, j'insiste sur cette idée, idéalement simple, d'où a pu résulter, par le jeu des forces physiques connues, le monde actuel dans toute sa complexité. Vous voyez, c'est un vaste programme. Mais il s'est lancé là-dedans alors que c'est un prêtre catholique. Ça lui a posé quelques problèmes. Hein. Il s'est trouvé un peu pris entre deux feux. Il s'est trouvé entre deux feux, d'une part les rationalistes qui disaient voilà qu'est-ce que c'est que ce prêtre catholique qui veut nous prétendre, nous prouver l'existence de Dieu, et d'autre part il y avait le pape Pie XII à l'époque qui essayait de le récupérer et de dire voyez voilà la science nous conforte. Alors là je fais état d'un livre très intéressant d'un ami que je connais très bien, un philosophe, un mathématicien philosophe belge, qui est de l'université de Louvain, qui était l'université de Georges Lemaître. Et ce livre biographique de Lemaître s'appelle « Un atome d'univers ». En effet, l'idée de Lemaître, c'est de dire que l'univers a commencé par un atome, l'atome primitif. Ce n'est pas un Big Bang. D'ailleurs, c'est jamais lui qui a parlé de Big Bang. Le Big Bang, le mot de Big Bang a été mis en dérision contre Lemaître. C'était la grosse explosion, le grand boom. Mais ça n'a rien à voir avec son idée. Son idée, c'est on a un univers qui naît d'un unique atome. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, j'ai deux citations que je veux vous dire. Donc, à propos de Lemaître, je vous ai expliqué qu'il était pris un peu entre deux feux. Donc il a dû en quelque sorte s'auto-dénigrer et dire que son œuvre c'était une fable. Mundus est fabula, le monde est une fable. Alors voilà ce qu'il dit,
Le monde est une belle histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Les tourbillons de Descartes n'ont pas survécu au progrès de la science. Peut-être pourtant reste-t-il quelque chose de l'attitude mentale qui faisait dire à Descartes « Mundus est fabula » dans ce que Poincaré appelait plus tard les hypothèses cosmogoniques. Là, on voit ce qu'il entend par cosmogonie. L'homme, qui sont les hypothèses cosmogoniques par lesquelles l'homme ne peut s'empêcher d'essayer de se raconter l'histoire de l'univers et de reconstituer son évolution passée. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est-à-dire que c'est un besoin. J'insiste sur ce terme. C'est en fait un besoin, et c'est plus qu'un simple besoin. C'est peut-être un besoin existentiel de se poser ce genre de questions. Alors j'ai une autre citation de ce philosophe Ferdinand Gonset, que j'affectionne énormément, et qui dit la chose suivante. Il a fait la préface du livre de Lemaître, L'hypothèse de l'atome primitif. Et là, d'après Dominique Lambert, le biographe de Lemaître, il paraît que ce philosophe a eu une très grande influence sur Georges Lemaître. Alors voilà ce que dit Gonset. N'est-il pas dans la nature de l'esprit humain de chercher à formuler l'élément cosmogonique qu'il comporte, comme pour être lui-même un accord, on parle d'un accord de musique, hein, un accord ne saurait se passer d'une certaine note, l'harmonie de notre être mental ne saurait être privée de la note cosmique. Bref, dans chaque esprit, comme un élément nécessaire à son équilibre, se trouve comprise une hypothèse cosmogonique. Vous voyez, ça nous situe le débat, qui est vraiment, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important. Et pour aller plus loin, je vais vous montrer une autre citation qui est extraite de Michel Serres, qui est mort récemment. Ça, je dois dire que j'ai été beaucoup affecté par sa mort, parce que Michel Serres, je l'avais connu lors d'une croisière qui a eu lieu au large de la Norvège, et qui était sur les grands récits de l'univers. Il y avait donc Michel Serres qui était là, il y avait mon frère Claude, prix Nobel de physique, mais qui n'était pas très féru de cosmogonie et de cosmologie, et qui a demandé que je sois invité à cette croisière. Et donc j'ai profité de ça. J'ai eu cette chance de participer à cette croisière, et surtout de discuter pendant toute la durée de la croisière, à midi et le soir, avec Michel Serres. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et nous étions, avec Michel Thirault, en train d'écrire notre livre sur le boson et le chapeau mexicain. C'est la découverte du fameux boson de Higgs en juillet 2012. Et donc la découverte, c'est le 6 juillet, et le début de la croisière, c'était le 8 juillet 2012. J'étais en train d'écrire ça, j'ai donc discuté avec Michel Serres, et j'ai pu bénéficier de son apport. Et je lui ai demandé de préfacer notre ouvrage. Gallimard n'avait pas voulu. Ils ont dit, non, vous êtes suffisamment grand, vous n'avez pas besoin d'une préface pour votre livre, mais ils ont accepté qu'il fasse une postface. Et je voudrais vous lire un petit passage de cette préface, de cette postface, et plus à la fin j'en lirai un autre. Suivant les ultimes lignes d'un livre, sa postface doit en développer les dernières conclusions. Elles font allusion ici aux implications du grand récit de l'univers sur l'anthropologie et ses cultures. Je les vois décisives, en effet. Avec les auteurs, j'espère que demain, il servira de fondement commun à tous les savoirs humains, à tout enseignement, à toute philosophie, car il concerne toutes choses, quelles que soient les disciplines savantes, quelles que soient les langues, les cultures, les idéologies, non seulement parce que chaque humain conserve dans sa tête, même sous forme de fable, une sorte d'histoire du monde, qu'il se raconte pour se situer dans l'espace et le temps, mais parce que le déploiement global de cette aventure a réellement eu lieu. Vous voyez, ce récit, il conserve quelque chose qui a réellement eu lieu. Alors évidemment,
ce récit il peut être un petit peu modifié, il n'est pas exact à tout égard. Il est possible de le modifier encore, de le faire évoluer, mais en fait, c'est quand même des choses qui ont réellement eu lieu. Et donc, précisément dans ce livre, où elle entre comme voie finale, et où nous retrouvons l'horizon et les observateurs. Donc vous voyez, voilà, je faisais ça en introduction pour vous le situer à ce qui, à mon avis, est l'importance de ces questions. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je voulais le préciser d'un point de vue plus philosophique. Et là, je prends des citations de 3 personnages qui, à mon avis, sont extrêmement importants. Il y a d'abord Bachelard. Bachelard qui explique que au-delà du sujet, il y a l'objet, au-delà de l'objet, mais au-dessus du sujet et de l'objet, il y a le projet. Et alors, l'autre personnage, c'est Monod. Le hasard et la nécessité, vous savez. Monod qui dit l'être vivant est un objet porteur d'un projet d'exister. Donc l'idée du projet. Et Gonset, alors Gonset est un philosophe, c'est un mathématicien philosophe qui a commencé sa carrière comme mathématicien, mais il a commencé à s'intéresser à la philosophie des mathématiques, puis à la philosophie des sciences de la nature, et puis après, petit à petit, vers la fin de sa vie, il s'est branché sur la philosophie des sciences humaines, et donc en particulier sur la philosophie en général. Et pour le faire, il a introduit un concept extrêmement important pour lui, qui est le concept de référentiel. Voilà ce qu'il dit, le référentiel, c'est l'organe du sujet avec lequel il met en œuvre son projet d'exister. Et ce projet d'exister, c'est pas n'importe quel projet, c'est le projet d'exister, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça revient, ça consolide un petit peu ce que je disais jusqu'à présent. Alors, on va entrer maintenant dans la partie plus scientifique. Alors là, je suis désolé, je vais d'abord écrire une équation, mais c'est la seule que j'écrirai. C'est l'équation d'Einstein. Alors, l'équation d'Einstein, la voilà. Alors, vous avez là-dedans, vous avez le membre de gauche, d'abord l'inconnu, c'est ce qu'on appelle le tenseur de métrique de l'espace-temps. C'est les propriétés avec lesquelles on peut mesurer les distances et les durées. Bon, le G mu. Et puis, dans le membre de gauche, vous avez ce qui concerne son équation proprement dite, c'est les tenseurs de courbure. Bon. Et n'essayez pas de savoir ce que ça veut dire, mais c'est les tenseurs de courbure. Et puis, à droite, vous avez le membre de droite, et alors ça, c'est la matière. Alors, la matière, elle est caractérisée par un certain tenseur d'énergie, T mu. Et vous avez une constante de proportionnalité, kappa. Il y a un terme ici très bizarre, c'est la constante cosmologique, j'en dirai quelques mots, ça a été un grand débat, la constante cosmologique, et donc vous avez cette équation. Et alors, pour détendre un peu l'atmosphère, d'abord je vous dis de quoi il s'agit. Ce qu'il s'agit avec cette équation, cette citation, elle vient d'un cosmologiste très connu en France, Jean-Pierre Luminet, qui dit, dans cette équation, la matière dicte à l'espace-temps comment il doit se courber, et réciproquement, l'espace-temps dicte à la matière comment elle doit se mouvoir. C'est une façon imagée de décrire la signification de cette équation. Et alors, pour détendre l'atmosphère, je vous montre cette photo. C'est un ami qui me l'a donnée. Il était directeur du département de physique du Palais de la Découverte et il est à la retraite. Il est parti en Bolivie dans un désert de sel, et au bout du désert de sel, il l'a vu, il est tombé là-dessus. Il y a une vieille locomotive sur laquelle était écrite à la peinture l'équation d'Einstein. Il m'a offert cette photo que je trouve admirable. Alors, si on veut aller plus loin maintenant dans la compréhension de ce que c'est cette cosmogonie, j'ai une citation ici qui est une citation que j'adore, que je trouve vraiment très très belle, de Pascal. « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit, me réduit à un point. Mais par la pensée, je le comprends. »
je peux comprendre l'univers. Et par comprendre, il y a même aussi le mot, pas seulement de le comprendre au niveau de la signification, mais l'englober. Alors comment est-ce possible? Alors voilà, à mon avis, comment ceci est possible. Je vais essayer de vous donner une vision un peu simplifiée des choses. Supposons que l'espace-temps n'ait que deux dimensions, et que ce soit la surface d'une sphère. Voilà. Alors si c'est la surface d'une sphère, d'abord, si c'est la surface d'une sphère, on a la résolution d'une des antinomies de Kant. L'univers est fini, pourtant il n'a pas de limite. Eh bien, si l'univers, s'il n'y avait que deux dimensions, la surface d'une sphère, elle est finie et elle n'a pas de limite. Donc, vous voyez, comment avec la science on peut arriver à résoudre des grosses contradictions et antinomies de la philosophie. Alors voilà, l'idée c'est que, supposez que, comme nous le dit l'observation, l'univers est en expansion. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la surface de cette sphère c'est comme un ballon, et qu'il gonfle, que ce ballon gonfle à fonction du temps. Et ce qui va se passer, c'est que s'il gonfle, il va arriver un moment où la vitesse, la variation du rayon de cet univers, la vitesse de variation excède la vitesse de la lumière, ou elle arrive à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si vous avez un observateur ici, tu peux peut-être... marche pas. Bon, ça fait rien. Si, tu l'as, tu l'as. Il est à gauche là, regarde. Vas-y, regarde. Non, non. Attends. Voilà, il est là. Ah, voilà. Si vous avez un observateur ici en haut, eh bien cet observateur va avoir un horizon. C'est quoi cet horizon? C'est la ligne en rouge ici. Cette ligne rouge, elle se déplace à cause de l'expansion de l'univers à la vitesse de la lumière par rapport à l'observateur haut. Ça veut dire que si un événement se produit ici et qu'il émet de la lumière, ben, cette lumière n'arrivera pas en haut. Parce que ça fuit plus vite que la lumière. Donc il y a un horizon. Alors ça c'est extrêmement important, cette notion d'horizon. Alors, la lumière émise par des sources situées dans cette région ne parvient pas à haut. Bon. Et alors maintenant, je suis désolé, j'ai un petit peu de mathématiques. Le rayon de l'univers, de l'horizon, ça c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Le rayon de l'horizon des événements en haut, c'est la longueur de l'arc de grand siècle OM, valeur du rayon de l'univers, lorsque sa vitesse est égale à la vitesse de la lumière. Et donc en fait, ce qui se passe, si jamais cette expansion se poursuit indéfiniment, vous avez que le rayon de l'horizon, bon, j'ai une expression, c'est pas la peine de la regarder, mais qu'est-ce qui va se passer? Le rayon de l'horizon des événements est constant. Ça, c'est l'univers de De Sitter. Le rayon de l'horizon est constant dans le cas d'une expansion exponentielle de l'univers. Oui. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que la cosmologie, l'astrophysique observationnelle a fait des très gros progrès. Et en particulier, elle avait prédit l'existence de ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. Et ce rayonnement de fond cosmologique a été observé, a été mesuré avec une très grande précision. Alors cette carte-là, c'est la carte, vous voyez, il faut se dire que cette carte-là, c'est la carte de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Et on a des données d'une précision absolument fabuleuse. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette... Ça c'est des fausses couleurs. Hein. Ce rayonnement de fond cosmologique, il obéit à la loi de Planck. Et cette loi de Planck, elle nous dit, elle relie l'intensité à la température. Alors elle nous dit que la température sur l'ensemble de l'univers est quasiment constante. À des petites variations près, qui sont de l'ordre du 100 millième, et qui sont montrées par ces espèces de grumeaux que vous voyez ici. Et ça, c'est une découverte extraordinaire, parce que ça a été une surprise. On ne savait pas que ça se passerait comme ça. Et c'est tout récent. Hein. Alors cette carte est la plus récente, c'est celle qui date de l'expérience de Planck en 2013, mais en fait
les découvertes de ces fluctuations, elles datent de la fin du XXe siècle, des années 90, donc c'est pas tellement vieux. Hein. Et alors, ce qui se passe avec ça, c'est que c'est quelque chose, le fait qu'on trouve ça, c'est en brutale contradiction avec le modèle du Big Bang. Alors, voilà pourquoi. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé un changement de paradigme complet au cours des 20 dernières années. Voilà. Vous avez, ce qui est très intéressant de faire, c'est de porter le rayon de l'univers en fonction du temps. Et alors, vous avez, le changement de paradigme, c'est qu'on a cette espèce de courbe un peu qui ondule. Et avant le changement de paradigme, on avait cette courbe-là. Vous voyez, on prolonge ici avec ici. Ça, c'est... Ça n'apparaît pas. Hein. Ah, ouais. Voilà, d'accord. Tu déplaces. Voilà. Donc, ici, quand on prolonge ici, ça, c'est s'il n'y avait pas la constante cosmologique. Dans le modèle du Big Bang, la constante cosmologique était mise à 0. Et d'autre part, dans le modèle du Big Bang, eh bien, le A de t devait aller à 0. Et si le A de t va à 0, ben ça c'est ça le Big Bang, parce que ça c'est une singularité. Une singularité, si le rayon de l'univers est rigoureusement nul, ça veut dire que la densité est infinie, ça veut dire que l'énergie est infinie, la température est infinie. Ça veut dire que c'est une singularité, ça veut dire que la théorie ne peut plus rien dire. On était donc obligé de dire, bon là il y a le Big Bang, mais bon il ne faut surtout pas regarder, ni pendant le Big Bang, encore moins avant, et puis donc on ne doit rien dire, le Big Bang il est hors de la théorie. Et le mouvement qui s'est passé, c'est que on a inventé un scénario qui permet d'éviter la singularité. Ce scénario, c'est ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire c'est une expansion exponentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le rayon croît exponentiellement en fonction du temps. Et vous savez, l'exponentiel, dans la partie négative, s'arrête très petit pendant très longtemps. D'accord? C'est pendant très longtemps très petit, mais ça croît exponentiellement. Mais le rayon de l'horizon est constant. Et donc voilà ce qui se passe, c'est qu'avec ça, vous résolvez tous les problèmes que vous aviez avec le modèle du Big Bang. En effet, ce qui va se passer, je vais sauter. Ah, voilà. Je vais sauter cette... Voilà. Voilà ce qui se passe. Avec le modèle du Big Bang, vous voyez, si vous dessinez le temps en fonction de l'espace, le Big Bang, c'est ce point-là. Ça veut dire qu'en fait, la vitesse d'expansion est infinie, puisque l'espace croît alors que le temps ne croît pas. Donc c'est infini. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez cette singularité, l'espace va tellement exploser que toutes les parties de l'univers ne peuvent pas avoir été en contact les unes avec les autres. Ce qui est en contact les unes avec les autres, c'est ce qui est à l'intérieur de ce cône, qui est ici en rouge. Donc en fait, la grosse partie de l'univers ne peut pas avoir été en contact, ce qu'on dit en contact causal, ne peut pas être lié par des relations de causalité. Alors donc, ça veut dire que ce fameux rayonnement cosmologique, on ne comprend pas pourquoi il est si homogène, pourquoi la température est la même partout. S'il n'y a pas de relation de causalité, il n'y a aucune raison que toutes les températures s'égalisent. Et comme le dit mon ami Veneziano, qui est un physicien cosmologiste très réputé, il dit qu'en fait, dans le modèle du Big Bang, le jeune univers était trop grand pour son âge. Et il était trop grand pour que ces parties puissent être en relation causale les unes avec les autres. Mais si vous avez ce scénario de l'inflation, les choses changent. En effet, vous avez cette partie de l'inflation, vous voyez la ligne bleue là maintenant, elle est comme ça. Pendant très longtemps, tout l'univers est en relation causale. Et donc dans ce nouveau modèle, où il n'y a plus de Big Bang, mais vous avez cette inflation primordiale,
tout l'univers était en relation causale. Ça veut dire, pour ce qui concerne notre propos de ce soir, c'est que nous sommes tous, toutes nos parties, tous nos atomes, nos quarks, tout ça, ça vient de ce même origine. Donc vous voyez que ce récit, il a quand même, c'est un enjeu assez important. Hein. Je pense que vous percevez l'importance de cet enjeu. Alors voilà, maintenant, si on veut descendre vers le plus proche non pas de la singularité, mais de l'inflation primordiale, alors là, il faut faire de la physique des particules. Et alors là, c'est difficile. Et si vous voulez, quand on a fait ce livre avec Michel Pirot, Le boson et le chapeau mexicain, c'est un livre de 543 pages. Donc il faut s'accrocher si on veut le lire. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est... Parce que l'avantage d'écrire un livre, c'est que quand on écrit un livre, on remonte au début et on fait tout. On redonne les explications depuis le début. Et là, on a la place de donner les explications. Cela étant, c'est quand même difficile. En effet, voilà, c'est ce petit cartoon que j'aime bien. Vous voyez, le boson de Higgs. Personne ne me comprend. Quoi. Voilà. Mais cela étant, on espère avoir réussi à faire comprendre un petit peu ce que c'est que ce boson de Higgs. Alors, ce qui se passe, donc, c'est si vraiment on a ce scénario de l'inflation, on a l'impression que tout vient de rien du tout, d'un atome. Parce que la taille de cet horizon est minuscule. Donc, c'est comme si on disait qu'on vient du vide. Et là, j'ai encore une citation de Pascal. C'est une citation qu'il a faite dans une lettre qu'il a écrite au Père Noël. Mais c'est le révérend Père Noël. Là, il y croyait. Il y croyait. D'où l'on peut voir qu'il y a autant de différences entre le néant et l'espace vide que entre l'espace vide et le corps matériel. L'espace vide tient le milieu entre le néant et la matière. Donc vous voyez, l'espace vide, c'est pas le néant. Et l'idée, c'est que l'univers vient de cet espace vide. Voilà. Et alors, il écrit toujours dans sa lettre, parce que Aristote lui avait fait valoir que les non-êtres ne peuvent pas être différents. Il dit, il n'y a que le néant qui ne peut pas être différent, mais l'espace vide peut être différent. Il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir une température, etc., qui font qu'il ne sera pas différent. Et en matière de vide, Pascal s'y connaissait. Hein. Avec la pression, il a inventé le concept de pression. Hein, que quand on parle l'unité de pression, c'est le Pascal en physique. Alors, j'ai encore deux petites citations. Alors, pour vous décrire, vous voyez, il s'est passé cette révolution, la nouvelle révolution que nous avons, elle est due au fait que vous avez des progrès observationnels. Mais vous avez aussi un grand changement qui s'est passé dans l'interprétation, dans la compréhension de la physique quantique. Alors, j'ai une citation de Zeilinger, qui est un physicien théoricien autrichien, qui est un peu vraiment le spécialiste de cette philosophie défendant de la mécanique quantique, et qui explique, il a cette phrase que je trouve très belle, la nature a précédé l'homme, mais l'homme a précédé les sciences de la nature. D'accord ? Il faut peut-être garder ça aussi présent en mémoire. Et alors, voilà ce qu'il explique, c'est que, contrairement aux théories de la relativité, la mécanique quantique ne repose pas encore sur une base conceptuelle solide et généralement acceptée. Il est proposé, alors lui il propose une nouvelle base, ici que le principe manquant puisse être identifié par l'observation que toute connaissance en physique doit être exprimée dans des propositions et que par conséquent le système le plus élémentaire représente la valeur de vérité d'une proposition, c'est-à-dire qu'elle ne contient qu'un seul bit d'information. C'est oui ou non. Voilà. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut accepter l'idée que l'information et son contraire, c'est-à-dire l'entropie, est une quantité physique fondamentale. Et ce qu'il dit, c'est que tout vient du fait que l'information, elle est quantique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information en dessous du bit d'information. C'est-à-dire qu'en dessous de la proposition oui ou non, ben, il n'y a rien. On ne peut pas être entre oui ou non. Et donc, à partir de là, il s'est produit un grand changement que nous avons décrit avec Michel Pirot dans notre livre, le dernier livre, sur relativité et quanta. Relativité et quanta. On a voilà le trépied de la physique actuelle, vers lequel nous sommes en train d'aller. Vous avez la théorie pour la physique des particules, c'est la théorie de l'infiniment petit, c'est la théorie quantique des champs. Vous avez la théorie de l'information qui n'est plus simplement une théorie statistique, parce que la statistique, Einstein refusait l'idée de la statistique dans le fondamental. On ne peut pas dire que c'est de la statistique. C'est ce qu'il disait, Dieu ne joue pas au dé. D'accord? Donc c'est pas la thermodynamique, les phénomènes de chaleur, ça n'est plus la thermodynamique statistique, c'est une thermodynamique d'intrication. Alors l'intrication, c'est cette propriété qui est liée à la physique quantique, à savoir que quand deux particules ont été en contact causal, si après on les sépare, elles gardent une corrélation tout le temps, y compris si elles sont à distance infinie. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est que toutes nos particules étaient dans le petit atome primitif, d'accord? Donc, toutes les particules de tous les hommes, de tout l'univers, sont intriquées les unes avec les autres. Hein, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est la relativité générale, c'est l'équation d'Einstein. Et vous avez maintenant ces trois théories fondamentales. Elles ont des interfaces et dans lesquelles on peut faire de l'expérience, on peut faire de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'on fait des modèles en introduisant des paramètres, etc. Vous avez le modèle standard de la physique des particules ici, vous avez le modèle standard de la cosmologie ici, puis vous avez ici l'intersection, ce que les gens appellent le Graal de la théorie quantique de la gravitation, mais sur laquelle on commence à faire des progrès et à comprendre un peu de quoi il se passe. Et là, je vais maintenant pratiquement conclure en vous montrant quelques slide. Alors, comme je vous l'ai dit, il est possible de faire des simulations à partir de cette carte et de prendre la théorie de la relativité, l'équation d'Einstein. Vous pouvez suivre l'évolution et puis simuler toute la distribution des galaxies. Et alors vous avez ça, c'est le résultat de la simulation la plus précise que l'on sait faire. Je ne sais plus sur quelle région, c'est peut-être sur 500 millions d'années-lumière, vous avez dans ce rectangle. Alors vous voyez, ce que ça a l'air de dire, c'est que la structuration... Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans ces simulations, un point, c'est un super amas de galaxies. Hein. Ce n'est pas une particule, c'est un super amas de galaxies. Mais puis c'est l'univers dans son ensemble. Donc vous avez cette structure qui fait penser, moi qui me fait penser pas mal aux neurones. Hein. Vous avez un web de distribution de galaxies qui est comme ça. Bon. Mais alors, ce que je dis, alors on dit, voilà, ça y est, on a compris comment est l'univers. Mais ça, attention, ça n'est pas l'univers. Là, je vous renvoie à ce tableau de Magritte, qui dessine une magnifique pipe et qui dit, attention, ceci n'est pas une pipe. En effet, moi, ce que je dirais, c'est que ceci n'est pas le cosmos. Il faut raison garder. Voilà, et alors j'ai une citation que nous avons écrite dans une préface d'un ouvrage qui était des Silorques, et c'est Denis qui nous avait demandé d'écrire cette préface, dans lequel l'ouvrage s'appelait Lumière, Vision, Peinture. Vision, Lumière, Peinture. Et donc ce que nous disions, c'est que comment rendre la lumière, c'est vrai, le peintre qui était l'auteur du livre, il a raconté que c'était extrêmement difficile de rendre la lumière, parce qu'il dit, comme il dit, la lumière n'existe pas. Donc il faut la retrouver. Et donc ce qu'on expliquait, c'est qu'en cosmologie, les observations à partir de la lumière en provenance des supernovae,
ayant explosé dans des galaxies lointaines et du rayonnement en micro-ondes de fond cosmologique ont permis très récemment de faire deux surprenantes découvertes. Premièrement, l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer, et deuxièmement, une importante proportion. Ah, pourquoi ça s'en va? Une importante proportion de la matière de l'univers, de la matière, est invisible. Mais ce qu'on est capable de faire, c'est de la rendre visible, cette matière invisible. En effet, cette matière est invisible, mais elle agit gravitationnellement. Donc, elle peut provoquer des effets dits de l'antigravitationnel. Elle peut déformer le parcours de la lumière. Et quand on sait de quelle façon elle peut le faire, donc on est capable de reconstruire la distribution de la matière invisible. Et alors là, on avait mis comme illustration dans ce... voilà, on avait mis cette image, elle est absolument magnifique. Vous avez eu une collision entre deux super amas de galaxies, et avec leur matière invisible qui les accompagne. Cette matière invisible, elle est un peu comme quand vous lancez un pavé dans une mare, vous avez une onde, des ondes concentriques. Ce n'est pas des ondes gravitationnelles, hein, mais ça, vous avez eu des ondes qui se... Et donc on a été capable de reproduire ceci. Mais alors ça, c'était à l'époque, ce livre, il datait de... Bon, 15 ans. 15 ans, voilà, il datait de 15 ans. Bon, mais depuis, eh bien, quand vous revenez à l'expérience de Planck, quand vous avez cette fameuse distribution, eh bien, la lumière qui vient de ce rayonnement de fond cosmologique, pour parvenir jusqu'au détecteur du satellite Planck, hein, elle a voyagé dans un espace où il y a de la matière invisible, donc elle a un trajet qui n'est pas rectiligne. Mais la théorie nous dit comment elle peut voyager. Donc vous pouvez reconstituer, d'une part, ça déforme la carte, mais vous pouvez reconstituer la vraie carte non déformée, mais aussi vous pouvez reconstituer la carte de la matière invisible qui a déformé et c'est ce qu'ont fait les gens de Planck, et c'est magnifique, c'est peut-être un des plus beaux résultats du satellite. Vous voyez, voilà, ça c'est imagé, hein, qui montre la lumière en train de se balader dans la matière invisible, mais ils ont été capables de remonter jusqu'à la distribution de la matière. Donc on a maintenant la carte de la matière invisible sur l'ensemble de l'univers. Voilà, et je vais terminer par encore une citation, ce que je vais vous laisser lire. C'est la fin de la postface de Michel Serres de notre livre. Alors voilà ce qu'il dit, on va la lire ensemble. Le CERN et les physiciens du XXe siècle auraient-ils donc inventé, en descendant grâce au LHC plusieurs échelles de taille et en s'élevant dans autant d'échelles énergétiques, une machine à remonter le temps et à imiter les origines? Il faut relire 10 fois à la fin de l'ouvrage le récit court et passionnant, haletant en moins de 10 étapes de cette ascension à rebours vers les températures et les densités de plus en plus fortes et originaires, où la notion d'émergence prend un sens prodigieux, puisqu'on y voit se former les masses, les interactions, la structuration de l'univers, et les sciences elles-mêmes, qui à chaque stade se succèdent et s'enchaînent, comme si elles épousaient, pour le décrire au plus près, la multiple naissance du monde. Une vraie semaine de la création. Voilà, je vous remercie. Changer comme ça, tu peux te mettre là si tu veux. Voilà. On va passer à la deuxième partie. On a pris un petit peu de retard, mais c'était difficile d'aller trop vite. Daniel va changer de place. Je vais lui allumer le... D'accord. Donc moi, je retiens de la présentation de Gilles, c'est que le Big Bang, en fait, la théorie du Big Bang est un peu dépassée, et que finalement le Big Bang, c'est l'histoire de l'univers observable, mais qu'en fait, avec un petit U, et que l'univers avec un grand U n'a pas d'âge, et que c'est l'inflation primordiale qui prédomine avant le Big Bang. Et donc, quelque part, ça nous interpelle sur le récit de Bereshit,
qui commence par la lettre Bet et non par la lettre Aleph. Donc il y a un avant le Bet. Et donc c'est Daniel qui va nous faire maintenant sa présentation. Ça va, j'ai pas Bonsoir. du ça monte un peu. Bon, c'est un peu difficile peut-être de parler maintenant. Je prends Désolé. sa place, je me dis peut-être que je vais être inspiré. Bon, surtout que mon oncle, en fait, d'abord je remercie Denis, mon cousin, qui a organisé cette soirée. C'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille. Alors, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, maintenant que tu es là, je me rappelle des réunions familiales où immanquablement ça finissait dans la chambre des enfants et Gilles venait, c'était celui qui venait, il nous jouait un peu de guitare et après il nous racontait des histoires d'atomes et de quarks. Je me rappelle, j'avais une dizaine d'années, je me sentais très privilégié de savoir qu'il y avait des choses plus petites que les atomes, enfin plus petites que les noyaux des atomes. Personne n'en parlait encore, c'était dans les années 70. Et donc, je pense que ça a peut-être déjà suscité et éveillé en moi le désir de connaître les mystères de la création, enfin les secrets, et ça a peut-être poussé en moi cette discussion qu'on avait, cet intérêt que j'ai eu après pour l'étude de la Kabbale. Alors puisqu'on va parler aussi de la cosmogonie, mais cette fois-ci, cosmogonie qui veut dire l'histoire de l'univers et la compréhension de l'histoire de l'univers et du mouvement de l'univers, mais non plus exactement selon le point de vue scientifique moderne, mais au contraire un point de vue traditionnel et on va voir assez profond, qui est celui de la Kabbale. Alors, la Kabbale, il faut préciser un tout petit peu ce que c'est, parce que, bon, puisqu'on est histoire de famille, ma mère me disait l'autre fois, tu sais, ton grand-père faisait de la Kabbale en secret. D'accord. Alors, je dis, maman, on ne fait pas de la Kabbale. Pourquoi on ne fait pas de la Kabbale? Parce que la Kabbalah, c'est une science profonde, c'est en fait ce qui sous-tend la profondeur même de toute la Torah, c'est une connaissance ésotérique, c'est une forme de science, on l'appelle une chorma en hébreu, une chorma temet, même la science de la vérité, c'est la science qui cherche à découvrir et à dévoiler les secrets, les mystères de l'univers, et les mystères de l'homme dans l'univers, évidemment. Et donc c'est pas quelque chose, il faut sortir un peu, si vous voulez, des clichés qu'on pourrait avoir. En fait, même historiquement, même la Kabbalah, en hébreu c'est Kabbalah, c'est quelque chose qui est même antérieur au don sinaïtique de la Torah, puisque on considère que même Abraham, le premier patriarche, était déjà quelqu'un qui connaissait les mystères, les secrets. Le Sefer Yetzira, le grand livre de la création, qui est un des grands livres de la Kabbalah, eh bien, est attribué au patriarche Abraham Avinu. Même dans le milieu d'ailleurs universitaire, c'est pas simplement dans le milieu traditionnel, on considère que ce sont des écrits très anciens et qui sont arrivés sous plus ou moins avec plus ou moins de forme. Il y a beaucoup de versions du Sefer Yetzira, du livre de la création, mais en tout cas, la connaissance cosmogonique est quelque chose qui est très profond, très ancien. C'était repris après dans le Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi le grand corpus, si vous voulez, de l'étude de la Kabbale, et puis plus tard par Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le grand maître de la Kabbale du XVIe siècle à Safed, à Tzfat. L'école de Tzfat, elle est très connue. Après, elle a donné ça c'était au XVIe siècle, mais enfin je veux dire ça a continué après, jusqu'à aujourd'hui il y a encore des écoles de Kabbalah à Jérusalem qui sont florissantes en ce moment d'ailleurs, qui vont en augmentant, et c'est une étude très sérieuse, très profonde et extrêmement sacrée. On pourrait dire même que c'est l'aspect saint des saints de la Torah. Alors, après cette petite introduction, on va essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez, cette page blanche, elle est pas, c'est pas innocent que les diapos commencent par une page blanche. La raison est la suivante. En fait, on pourrait dire que toute la connaissance de la Kabbalah part d'un axiome. Vous savez, en science, on parle souvent d'un axiome, en mathématiques, on parle d'axiome, même si la notion d'axiome elle est peut-être parfois remise en question aujourd'hui par rapport à l'expérience, etc. Mais il y a un axiome qui est fondamental, et je pourrais dire que
peut-être même tout le judaïsme en dépend, c'est l'idée, je dis l'idée parce que, enfin, c'est l'idée en fait de l'infini. Alors quand je dis l'idée de l'infini, c'est parce que j'évite de dire l'idée que l'infini existe ou que l'infini est, parce que l'infini est quelque chose qui dépasse même l'être et l'existence. Alors, il faudrait développer ça, tout ça, mais intuitivement, c'est sûr qu'on a une idée que, oui, il peut y avoir l'infini, qu'il y a l'infini. La notion d'infini, c'est quelque chose qui est intuitif dans l'homme. On a cette conscience qu'il peut y avoir toujours un au-delà, qu'il peut y avoir une transcendance, que même si on voit un monde qui est fini, alors bon, même si une discussion dans les scientifiques pour savoir si l'univers est fini ou infini, c'est pas exactement fini ou infini, c'est fini ou... L'univers est fini, si vous voulez, de toute manière, dans le sens où il présente des objets finis. Donc s'il présente des objets finis, même une étoile c'est quelque chose de fini, même une particule est quelque chose de fini, donc ça signifie que le principe du fini existe dans l'univers. L'univers donc dépend aussi de la notion de fini. Mais il y a au-delà la notion d'infini. Mais le rapport entre... je ne sais pas si vous me suivez là, comment vous êtes avec moi, parce que sinon c'est une vacances. Alors, le rapport entre l'infini et le fini, c'est une question qui a longtemps préoccupé les philosophes. Ce n'est pas quelque chose de simple à résoudre, parce que si on est dans un monde fini, quel rapport on peut avoir avec l'infini? Effectivement, on peut se dire, on peut se concentrer sur notre espace à nous, sur ce qui nous concerne nous, mais pourquoi voir un au-delà? Pourquoi dire qu'il n'y a pas de limite au-delà de ce qu'on en voit? À quoi ça va nous avancer finalement? Et en même temps, on sait bien que la notion de foi, par exemple, elle dépend de cette conscience qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose d'infini qui nous dépasse. Et donc, peut-être même la science moderne a pris le parti pris, enfin il y a 200 ou 300 ans, de faire une rupture entre le monde de la foi et le monde de l'observation de la matière. D'un côté, on regarde les objets finis de ce monde, et d'un côté, celui qui veut croire, eh bien qu'il croit dans... C'est autre chose, on n'est plus dans la science. Mais, en fait, si vous voulez, au départ, les sciences traditionnelles, et en particulier la Kabbalah, peuvent unifier ces deux choses. Elles peuvent unifier à la fois le côté spirituel et le côté matériel, on va y arriver. Alors, le grand maître de la Kabbale, qui s'appelle le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que j'ai cité tout à l'heure, au XVIe siècle, il a présenté un modèle pour expliquer l'émergence, dans un premier temps, l'émergence du fini au sein de l'infini. Ce qui est une question, comment le fini peut naître au sein de l'infini? Et il a développé un thème, en fait, il a repris ça du Zohar, mais il l'a expliqué beaucoup plus largement, qui, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot, qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire une contraction originelle au sein même de la lumière infinie, qui va être le départ, en fait, de la création du monde, de création de l'univers. Et pour ça, il nous a symbolisé ça par un point. Vous voyez, vous avez le point là, au centre de la feuille. Ce point, qui est théoriquement, mathématiquement, un point c'est infiniment petit, et pourtant, ce point représente la possibilité, au sein de l'infini des possibilités de l'infini, si vous voulez, c'est la possibilité du fini. C'est-à-dire que dans l'infini, au sein de l'infini, il y a toutes les possibilités qui peuvent être, elles sont un état infini, mais dedans, il y a la possibilité du fini, qui va être donc le point de départ de l'univers. Et ce point de départ de l'univers, il va créer, et tout à l'heure tu parlais d'une espèce d'onde, en fait, on peut comparer ça aussi, une contraction, c'est une contraction en fin de compte de la lumière infinie en un point, qui va faire apparaître autour d'elle, dans le cercle que vous voyez là, elle va faire apparaître autour d'elle, en fait, un espace qui va être l'espace de la création. C'est-à-dire que c'est un symbole, hein, évidemment, la Kabbalah manipule en permanence des symboles, mais ce symbole du point et de la circonférence représente, en fait, du fait qu'il y ait une contraction dans un point originel, dans la volonté ou dans la possibilité de créer, eh bien, ça crée un espace de création, et tout l'univers, et quand je dis l'univers, ça devrait être
d'après la Kabbale, plutôt les univers, parce qu'il n'y a pas que l'univers physique, il y a aussi des plans plus subtils, moins visibles, mais qui dépassent la dimension purement physique. En fait, tous ces points, tous ces univers, tout ce monde sera contenu dans ce cercle. Au-delà du cercle, c'est la lumière infinie qui englobe, si vous voulez, qui enveloppe. Alors on pourrait lier, peut-être que tu pourrais lier ça avec la notion d'horizon, mais en fait, il y a quelque chose qui enveloppe complètement l'univers. Alors, après ça, en fait, si vous voulez, les grands kabbalistes ont expliqué que cet espace n'est pas vide à proprement parler, même si on l'a appelé Halal Apanoui, c'est-à-dire une cavité vide, mais en fait, dans cet espace, il reste une trace, c'est pour reprendre le langage des kabbalistes, une trace de la lumière infinie qui était là au départ. Puisqu'au départ, il n'y avait que de la lumière, et puis finalement, cette lumière va être rétractée à l'extérieur, mais il en reste une trace, un peu comme quand vous videz un verre d'eau, il reste des traces d'eau sur les parois. On est dans un symbole qui veut nous dire la chose suivante, qui veut nous dire que tout ce qu'il y aura à l'intérieur de l'univers, bien qu'on va être dans l'univers fini, avec des choses finies, eh bien, il restera une marque de l'infini. Si bien que, dans toute chose, y compris dans la matière, et même la matière la plus finie, la plus réduite à si vous voulez, à sa pure matérialité, il y a en fait une dimension infinie qui se cache en elle et qui est irréductible. Alors, je n'ai pas résisté à mettre la même photo que Gilles, je ne savais pas que tu allais la mettre, mais quand j'ai vu pour la première fois ces images, pour moi c'était... je me dis, tiens, ça me rappelle ce qu'on voit avec cette trace, si vous voulez, dans un espace quasiment vide, il reste une trace, une marque, et cette trace de la lumière infinie, elle va être en fait non seulement ce souvenir de l'infini, mais aussi ce qui va être, si vous voulez, la base de tout ce qui va être ensuite développé et construit dans l'univers. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a tout ce qui va venir dans cet espace, tout ce qui va venir dans cet espace ne sera que un développement des possibilités, des potentialités qui sont dans cette marque, dans cette trace qui demeure, dans ce richement, dans cette trace qui demeure. Alors, dans un autre symbole qui suit immédiatement ce précédent, les kabbalistes disent que l'infini, en fait, l'essence divine, si vous voulez, qu'on appelle aussi infini, a fait ensuite descendre dans ce cercle, dans cet espace, a fait descendre un rayon de lumière infinie. Ce trait vertical que vous voyez, ce rayon, c'est en fait la lumière infinie qui pénètre dans l'espace, dans cet espace qui était resté vacant, ou plus ou moins vacant comme on l'a vu avant. Et le fait qu'il y ait cet espace cette lumière qui va venir, c'est ça qui va en fait être à l'origine de la formation du monde ou des univers. Pourquoi? Parce que cette lumière, au contact avec le Réchimou, avec la trace dont on a parlé avant, eh bien, elle va commencer à former ce qu'on appelle dans la Kabbalah des séphirotes. Séphirotes qui sont, si vous voulez, les prototypes, les principes de tout ce qui va être dans les mondes, dans les différentes parties de l'univers. Alors, c'est un peu complexe, on ne va pas expliquer maintenant les séphirotes, on va en reparler un tout petit peu, mais ce rayon de lumière, il va permettre de former, de donner une forme à la substance primordiale qui était restée dans cette cavité, non pas vide, mais remplie de cette trace, et le contact entre ce rayon et cette trace vont former, en fait, si vous voulez, les réceptacles du monde, ces réceptacles du monde qui seront en même temps remplis de cette lumière qui rentre à l'intérieur. Donc en fait, on va avoir une polarisation dans l'univers qui va être, dès le départ, là, on a un niveau métaphysique, hein. Je précise bien, dans la Kabbalah, on ne parle pas du monde physique, on parle des principes de ce qui va permettre ensuite de comprendre ce qui va se passer plus bas, si vous voulez. Alors, l'idée, c'est que on a déjà la première polarisation entre ce qu'on va appeler la lumière d'un côté, c'est cette lumière infinie qui rentre dans le rayon, qui est élargi ici, et
la matière qui va être formée par cette substance qui était là à l'origine. Si bien que, en fait, tout va reposer sur cette opposition entre lumière et matière. Bien qu'on a vu, puis on a déjà un petit peu expliqué, que même la matière, finalement, au fond, elle n'est qu'une trace de la lumière originelle. Mais elle va apparaître sous forme de matière et elle va être en contact, en relation avec la lumière. Derrière ça, c'est pas simplement, si vous voulez, l'analyse physique de matière-lumière qui nous intéresse, mais c'est aussi le rapport entre l'esprit et la matière, entre l'esprit et le corps, par exemple, aussi dans l'homme. Alors, ça c'est une autre représentation qui permet de comprendre aussi comment cette lumière, elle rentre et elle va s'habiller dans différents véhicules pour finalement orienter et former les mondes et les diriger en quelque sorte. Ça aussi, ce sont des représentations kabbalistiques. Mais je reviens à ce dessin du départ, où il y a donc la matière qui est en potentiel, si vous voulez. Elle va commencer rapidement à s'organiser à l'aide du rayon, dont on a parlé tout à l'heure, mais on le voit aussi sous un autre symbole de la manière suivante. Dans le côté droit ici du dessin, les points qui étaient dans le cercle commencent à s'unir, commencent à se réunir. Et puis, c'est dire pourquoi? Parce qu'il y a des actions entre eux, entre ces points, il y a des attractions, des formes d'attraction, c'est comme ça qu'on le présente. Et puis, ces attractions vont s'organiser, et le symbole qui est développé par les kabbalistes, c'est qu'ils s'organisent, et regardez bien l'intérêt ici, les symboles, ce sont des symboles de lettres. Vous voyez, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ce sont des représentations géométriques ici de lettres hébraïques. Vous avez le Aleph, vous avez le Bet, vous avez le Chet, le Tet, par exemple, le E. Pourquoi voir les choses en termes de lettres? C'est intéressant, c'est parce que la Kabbale nous dit, et tu parlais tout à l'heure de projet, la Kabbale nous dit que le monde a un sens. Il est organisé selon un projet, justement. Le premier patriarche, Abraham, les Midrashim nous racontent que il a commencé à regarder le ciel, il a regardé le monde, et il s'est dit, si ce monde est organisé, c'est qu'il y a une intelligence qui organise ce monde. Et c'est le fameux Midrash, il a vu un palais en train de briller, ou en train de brûler, en tout cas en train de briller, disons d'après la première explication. Il a expliqué s'il brille, s'il y a des lampes dedans, c'est que quelqu'un a allumé. Et le monde ne sort pas du hasard parce qu'il y a de l'intelligence. Et cette intelligence, elle va être représentée, si vous voulez, par des lettres, on va y revenir. Alors ces lettres, elles s'organisent, je vais un peu vite, ce sont juste des symboles un peu kabbalistiques, elles s'organisent sous forme d'une structure, elles forment des trames, une trame de l'univers, si vous voulez. C'est de très beaux dessins empruntés au Sefer Yetzirah, justement, qui représentent le fait que vous avez une matrice de l'univers, la matrice du monde, elle est portée par, justement, un prototype d'organisation qui est porteur d'un sens, encore une fois. Ça aussi, c'est une autre manière aussi de représenter les choses. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que le monde, si le monde a un sens, le monde aussi a une finalité. Si le monde est venu d'une origine, ça a commencé quelque part, bon, on peut discuter, il y a eu des philosophes qui pensaient que le monde était éternel, mais les kabbalistes ont rejeté cette idée tout simplement parce que justement, s'il y a quelque chose de fini dans l'univers, et donc l'univers est porté par un principe fini, eh bien tout ce qui a une fin a aussi un début. Et donc, effectivement, la vision, si vous voulez, du judaïsme, la vision des kabbalistes, c'est que c'est une vision créationniste, au sens où il y a un début de l'univers. Alors avant, on ne peut pas parler de avant au sens temporel, puisque le monde est créé avec à la fois l'espace et à la fois le temps. Mais en tout cas, il y a un début, c'est pour ça que la théorie du Big Bang, même si elle est reprise maintenant par une vision inflationniste, elle est intéressante parce qu'elle reprend cette
cette vision justement d'un début, d'une origine. Ça commence quelque part. Ou avant, on ne peut pas en parler, mais disons, ça commence, il y a un début, et s'il y a un début, il y a aussi une fin, c'est-à-dire on va vers quelque chose, une fin au sens de but. Donc le monde a un sens, et c'est ça ce que la Torah, mais les kabbalistes ont essayé de développer. Alors, le Sefer Yetzirah nous parle de ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. La sagesse, ici, le mot sagesse, en hébreu, c'est chorma, qui veut dire à la fois la science, qui veut dire l'intelligence, si vous voulez. C'est l'idée que l'univers va être porté par quelque chose, justement, qui est une forme d'intelligence. Vous savez que quand on parle de lumière, en fait, on parle de lumière, la lumière, c'est aussi ce qui permet de transmettre des informations. C'est ce qui permet de transformer les ondes électromagnétiques aujourd'hui. Voilà, si ça arrive sur cet écran, c'est parce que justement il y a une transmission d'informations qui passe par des ondes qui sont en fait qui sont de la lumière. Disons, la lumière peut être associée à ces formes d'ondes. Alors, on nous parle de 32 voies de la sagesse, et là c'est intéressant parce que en fait ces 32 voies de l'intelligence qu'il y a dans la création, elle est vue comme faite de 10 nombres. Enfin, des nombres, si vous voulez, le nombre. Il y a une mathématique dans l'univers. L'univers les lois physiques, ce sont bien des lois mathématiques aussi, on a besoin de mathématiques pour les comprendre. Il y a le nombre, mais il y a aussi la lettre. C'est pour ça que la lettre qui représente justement l'idée de donner du sens. Parce que le nombre, il va expliquer la notion de quantité. La quantité d'atomes, la quantité d'électrons dans un atome, la quantité d'étoiles dans une galaxie, la quantité de galaxies dans un amas de galaxies. Mais il y a aussi la qualité. Et la qualité est donnée par ce qu'on appelle la lettre, le sefer en hébreu. Le nombre, c'est sephar. Vous voyez, c'est le même mot en fait, sauf que c'est le voyage qui change. Donc il y a la lettre et le nombre, qui est représenté par les 22 lettres hébraïques. Évidemment, on comprend que c'est ici des lettres mais prises à un niveau purement symbolique. Et puis, la combinaison du sefer et du sephar, c'est-à-dire de la lettre et du nombre, de la qualité et de la quantité, crée le récit de la création, ce qu'on appelle le sipour en hébreu. Et le récit, c'est en fait, c'est pas simplement le récit au sens historique, si vous voulez. C'est tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, est en fait une combinaison. Et c'est pas simplement, si vous voulez, quelque chose de purement mathématique et d'un développement purement quantitatif des choses. Mais il y a aussi un sens. Et ce sens-là, on est amené à le découvrir, si vous voulez. Le judaïsme, qui va être effectivement le lieu du développement de la Kabbalah, c'est aussi quelque chose qui vient de la notion de prophétie. Hein. La prophétie, c'est quelque chose qui est un peu différent de la philosophie. La philosophie, c'est l'homme qui regarde le monde et qui essaie de comprendre et de tirer un modèle. La prophétie, c'est l'homme qui essaie de s'élever à un niveau transcendantal pour aller chercher une sagesse, pour aller chercher les secrets, les mystères, pour être inspiré des mystères de la création et d'atteindre, si vous voulez, la dimension divine qu'il y a dans l'univers, pour essayer justement après de le refaire descendre dans un langage qui va être le langage des hommes, qui va être un récit que les hommes vont pouvoir comprendre, et expliquer, partager, si vous voulez, et qui va être effectivement, dans les secrets de la création, ça va être en fait une combinaison à la fois de la lettre et du nom. D'ailleurs, en fait, même à un niveau très, très simple, si vous voulez, quand vous dites une phrase, cette phrase est une combinaison de mots qui est elle-même une combinaison de lettres, et ces lettres, elles-mêmes, elles sont rythmées, c'est ça, c'est le découpage des lettres et le balayage des lettres permet en fait de rythmer. Il faut une rythmique, et donc il faut un nombre, il faut le nombre pour pouvoir passer de la lettre au récit. D'ailleurs, alors, c'est pour ça qu'en fait, c'est la combinaison. Alors, vouloir dire, si vous voulez, que le récit de la création, ce serait un récit purement mathématique, ça ne nous suffit pas. On veut essayer de trouver un sens, même si peut-être que ce sens, parfois, va complètement nous dépasser. Pourquoi ? Puisque, au départ, il vient justement de cette lumière infinie. Donc, il y aura toujours une dimension transcendante qui nous échappe dans l'univers. La recherche scientifique, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera jamais terminée parce que on pourra toujours aller plus loin
puisqu'il y a une dimension infinie. Au XIXe siècle, on pensait qu'on avait fini de comprendre tout ce qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, on est complètement revenu sur ça. Mais la Torah et la Kabbalah sont en fait un champ d'investigation quasi infini. Alors, puisque il y a du sens, en fait, la lumière va être le véhicule, enfin, ce qui va être véhiculé par ces lettres et par ces nombres, en fait, c'est la lumière qui, elle, est porteuse du sens. Alors, moi aussi, j'ai mis la même photo que toi. Hein. C'est bizarre, hein, c'était pas concerté, mais en fait, on parlait quand même du même sujet. Alors, qui est effectivement une vision d'une partie de l'univers ou d'un amas de galaxies. C'est des échelles absolument immenses. Hein. Heureusement que personne n'est allé là-bas pour prendre la photo. C'est pas une photo véritablement, c'est comme tu dis, c'est un modèle. Mais pourquoi? Parce que ça se joue dans chaque point ici, c'est même pas une galaxie, c'est un amas de galaxies. Enfin, c'est quelque chose chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles ou plus. Donc vous voyez ce que ça peut représenter. Mais effectivement, ça frappe les yeux. C'est une photo qui est fabuleuse, enfin c'est une image qui est fabuleuse. On voit effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de système nerveux. On voit ces connexions, là. Ces filaments, ce sont des filaments eux-mêmes constitués de galaxies ou d'amas de galaxies, mais qui véhiculent une lumière. Et cette lumière-là, elle circule en quelque sorte. On peut la voir comme... On peut voir, en fait, si vous voulez, on pourrait voir l'univers comme quelque chose qui est porteur d'une grande intelligence. Vous savez que Maïmonide, qui était quand même un rationaliste, explique que l'intelligence, c'est pas simplement dans l'homme. Par exemple, une étoile, ça peut sembler curieux cette idée, mais en y réfléchissant, vous allez voir que c'est pas du tout si curieux que ça. Une étoile aussi est porteuse d'une forme d'intelligence. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi le petit cerveau de l'homme, avec ses neurones et ses quelques réactions chimiques et ces électrons qui passent dans les neurones, serait-il le seul, pourquoi ce cerveau serait-il le seul support d'une forme d'intelligence? Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'au fin de compte, toute matière organisée, elle peut être porteuse d'une intelligence. Et les astres en particulier, c'était la vision des anciens, elle porte une forme d'intelligence qui n'est pas du tout la même que l'intelligence humaine, mais elle porte une connaissance. Cette connaissance qui dépasse totalement. On ne sait peut-être pas de quoi on parle du tout. Mais l'univers, finalement, est vu comme une structure qui serait comme un grand cerveau, on pourrait le voir comme ça. D'ailleurs, les anciens parlaient de Dieu comme l'âme du monde. Mais si on dit l'âme du monde, c'est que le monde est comme un corps, si vous voulez. Alors, il faut dépasser évidemment la dimension anthropomorphique, qui n'est qu'un symbole, mais on comprend cette idée que l'univers, en fait, il peut être lui-même le support et le véhicule d'une forme d'intelligence, d'une forme de sagesse extraordinaire d'ailleurs, qui nous dépasse complètement. Voilà, ça c'est une autre photo qui est aussi, c'est la même qui est très belle. Vraiment, on voit comme un lien dans tout ça, un lien neuronal, quasi neuronal. Une autre photo aussi, une autre image qui est plus récente aussi, qui m'a frappé lorsque je l'ai vue pour la première fois. C'est aussi la même chose, ça représente un amas de galaxies, je crois, la Caméa, quelque chose comme ça, dans lequel la Voie lactée, qui est notre galaxie, elle représente qu'un petit point quelque part ici. Okay. Alors ce qui est intéressant, cette forme de cheveux, elle montre, qui serait en fait, si vous voulez, c'est une représentation évidemment, hein, qui serait en fait déterminée par la force de la gravité, qui organiserait les galaxies entre elles de cette manière. En fait, moi ça m'a fait penser à un vieux symbole de la Kabbale qui nous parle aussi d'une manière totalement symbolique de ce qu'on appelle les cheveux du grand visage qui véhiculent une lumière qui descend dans l'univers, enfin, ce qu'on appelle le grand visage de Dieu qui fait descendre une lumière. Et vraiment, on retrouve cette idée, si vous voulez, qu'il y a une propagation de la lumière, en tout cas dans ces images. Ça nous fait penser à ça, et c'est ce qu'on enseigne, en fin de compte, dans la Kabbale, c'est que l'univers est porteur, si vous voulez, et le support d'une intelligence, qui est l'intelligence divine. Alors, on a vu le Tzimtzum, au départ, donc la contraction, tu vois que tu veux me contracter dans le temps, c'est pas sûr. Alors, on parle aussi, si vous voulez, d'une grande explosion aussi au départ
de la création. La Kabbale appelle ça la Jvirat HaKelim, la destruction des réceptacles. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le processus cosmogonique, il y a un moment où après le Tzimtzum, les sphirotes s'organisent, et puis il y a un moment où, à partir d'un point d'une sphira, il y a aussi une explosion. C'est une explosion qui va être le départ de toute de la création véritablement, puisque c'est là que le monde se détache en quelque sorte de son principe d'unité, qui est l'unité divine. Eh bien, en fait, il va permettre d'organiser, enfin, si vous voulez, une dialectique ici qui est celle du passage du 1 au multiple. Tu as parlé d'un atome unique. La croyance monothéiste, c'est de savoir que s'il y a un infini, cet infini aussi, il est 1, forcément, puisque sinon il ne serait pas infini. S'il pouvait laisser la place à un autre, il ne serait pas infini. Si vous voulez. Donc c'est un infini qui est l'infini, synonyme en même temps du tout et en même temps du 1. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu, c'est ce qu'on appelle la notion du 1, du Echad ou du Kol Yachol, du tout. Alors, avec la création, on arrive au multiple. Pourquoi le multiple? Parce qu'on voit bien, il y a une multiplicité des êtres, une multiplicité des choses. On vit dans un monde basé sur la multiplicité. D'ailleurs, la lettre Bet qui commence le Bereshit, dont tu as parlé tout à l'heure, Bet, en hébreu, c'est la deuxième lettre, elle correspond à la valeur numérique 2. Et 2, c'est le début de la multiplicité. On va voir après qu'il y a d'autres lettres qui symbolisent la multiplicité, mais 2, c'est la base de la multiplicité. Donc la création, le Bereshit, c'est un passage du 1 au multiple. Mais en même temps, ce qu'on comprend, si on réétudie un peu ce qu'on a vu avant, les premiers schémas que je vous ai présentés, on pourrait voir que le multiple est inclus dans le 1. C'est-à-dire que la multiplicité, justement, dans l'infini, il y a toutes les possibilités. Donc il y a aussi le principe du multiple qui est là. Et l'articulation de la création, c'est que on va passer du 1 au multiple, mais que ce multiple retourne au 1, pas pour disparaître, mais pour, en quelque sorte, révéler le 1. Alors, ce serait un peu long à expliquer maintenant, mais en deux mots, c'est là que va se placer, en quelque sorte, le rôle de l'homme. L'homme dans la création, qui, en tout cas pour nous, joue un rôle central. Quand je dis pour nous, c'est pour les hommes, même si, du point de vue de l'image que je vous ai montrée avant, on pourrait dire où est-ce qu'il est l'homme dans tout ça, mais pour nous, il est fondamental, et la Kabbale le développe évidemment. Mais l'idée, c'est que dans notre monde multiple, dans ce monde justement de la pluralité et de la multiplicité, on peut viser à retrouver le principe d'unité. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde, jusque dans les problèmes humains, c'est-à-dire les problèmes d'un couple, les problèmes de guerre entre des pays, c'est que finalement, on n'arrive pas à retrouver le principe d'unité. On est pris dans une multiplicité, dans une différence qui amène une séparation absolue, et on ne peut pas retrouver le principe d'unité, même si on sait que l'autre est l'autre, que l'autre est infini, que bien sûr il a toute sa place, mais en même temps, dans chaque chose, il y a un principe d'unité. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire que arriver à percevoir le monde dans son unité, c'est déjà, si vous voulez, en quelque sorte, c'est un autre état de conscience, c'est une autre manière de vivre. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche dans l'espérance messianique. On parle d'une création, mais on va vers une finalité. La finalité messianique, elle représente l'idée d'arriver à vivre le principe d'unité et à vivre, si vous voulez, dans cette unité au sein même de la multiplicité des êtres, dans toutes leurs différences, mais en même temps dans tout leur principe d'unité, puisqu'on a vu que le monde vient d'une même chose. Tu disais que tous les atomes et tous les êtres, finalement, étaient dans un même atome au départ. Eh bien, oui, effectivement, nous, on le voit comme le principe divin qui, finalement, se répand dans tous les êtres et qui doit se révéler, en quelque sorte, dans tous les êtres. Alors, bon, toi, tu as mis une équation, alors on va en mettre une. Ça, c'est une équation kabbalistique. Alors, c'est quoi? En haut, ce que vous voyez, c'est le tétragramme, Yud-Keh Vav-Keh. J'ai fait une transcription en français. Alors, c'est les 4 lettres du tétragramme. Alors, il y a une idée que les kabbalistes développent. Ils nous disent qu'en fait, il y a plusieurs manières d'écrire le tétragramme.
il suffit simplement de le remplir, parce que quand vous dites la lettre Yud, Yud en fait ça s'écrit, si je l'écris dans sa plénitude, ça s'écrit Yud Vav Dalet. C'est comme si, je l'ai écrit en français ici, la lettre Yud, au lieu de la représenter simplement par un Y, vous l'écrivez Y-O-D, Yod. D'accord ? Et pour le E, vous pouvez l'écrire de plusieurs manières. Vous pouvez l'écrire soit avec des Aleph, par exemple ici, soit en remplissant avec des E. Ça va faire aussi Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, à chaque fois on a le nom, mais il y a une différence. Ici, j'ai traduit le Aleph par un A et le E par un E, par souci simplement visuel. L'intérêt est le suivant, écoutez bien, c'est que on va arriver à deux noms divins, et ces deux noms divins vont être en fait à la base de tout ce qui se passe dans l'univers, et des deux forces fondamentales qui sont dans l'univers, qui vont être à la fois une force d'unification, qui sera représentée par la lettre Aleph qui vaut 1, le 1 c'est donc l'unité, donc le nom divin, si vous voulez, dans lequel il y a le Aleph, représente le principe d'unification. On l'appelle le Shem Ma, le nom Ma parce qu'il fait 45 en valeur numérique, et en tout cas il représente ce qui va faire le Tikkun, ce qui va unifier les différentes parties de l'univers. En revanche, l'autre nom, celui qui est rempli avec des lettres E, d'accord, qui fait 52, il représente au contraire la notion d'expansion, de dispersion qu'il y a dans l'univers. Et en fin de compte, on a ces deux forces-là, à la fois une force, si vous voulez, anthropique, qui disperse les êtres, qui est peut-être responsable aussi de l'expansion de l'univers, et en même temps, une force qui soude les êtres, qui donne une constance, enfin, qui donne une unification en fait au monde. Peut-être la gravité relèverait plus de ça, si vous voulez. Alors, l'idée en fait, c'est que on a une multiplicité qui... La lettre E, pourquoi la lettre E représente ça? Parce que la lettre E vaut 5, et 5, ça fait référence à ce qu'on appelle la notion de quintessence. On n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais c'est l'idée que, en fait, même la multiplicité, elle est tenue par un point unique, si vous voulez. C'est-à-dire que le nombre 4, il représente, par exemple, les 4 directions du monde, les 4 forces fondamentales de l'univers, les quatre éléments. Vous savez que dans le temps, on parlait d'eau, de feu, d'air et de terre, qui sont en fait tout ce qui constitue la matière et l'univers. En fait, c'est sous-tendu aussi par un point unique, qui est ce qu'on appelle la quintessence, l'essence nature, qui serait peut-être l'éther, après les 4 éléments. Et en fait, voilà, ça c'est pour l'idée de dire qu'il y a une force qui va à la fois disperser et en même temps qui va réunir. Alors, le Sefer Yetzirah toujours nous explique que le monde, en fait, repose sur, ou se structure en 3 plans. Alors là, c'est le physicien, ça va peut-être l'intéresser. Parce que le reste, je ne sais pas. C'est que les 3 plans de la création, c'est ce qu'on appelle l'espace, le temps, et une des traductions possibles, c'est le mouvement. Alors j'explique, enfin, en hébreu, là, pour les hébraïsants, ce qu'on appelle Olam, qui veut dire l'espace, Shana, qui veut dire l'année, qui veut dire le temps, et Nefesh, vous avez déjà entendu ce mot, Nefesh, en général, on traduit par l'idée d'âme, de vie. Vous savez que le mot âme, en français, il vient du mot anima en latin, qui vient du mot, qui a donné le mot aussi animé, parce que une Nefesh, une âme, si vous voulez, c'est en fait, c'est le principe vital. Et le principe vital qu'il y a dans toute chose. Les kabbalistes disent, la vie, c'est pas simplement limité à l'homme ou à l'animal, mais même le minéral est doté d'un nefesh, d'une forme de vitalité, une forme d'âme minérale. Même chose pour le végétal. Et en quelque sorte, si vous voulez, tout ce qui existe dans l'univers se situe dans un temps précis, dans un espace précis et dans un degré d'existence précis, qu'on appelle nefesh. Alors pourquoi mouvement? Parce que la vie, c'est le mouvement d'une certaine manière. C'est ça ce qu'on explique dans ce terme de nefesh raya, de l'âme vivante. C'est en fait ce qui fait se mouvoir les choses. Alors, effectivement, d'ailleurs, à un niveau infinitésimal, on voit que tout est en mouvement.
Mais même une montagne, elle a son histoire, elle a sa croissance, elle a son développement, elle a son mouvement qui est beaucoup plus lent que celui d'un végétal, évidemment. Mais elle a aussi son mouvement propre, les planètes ont leur mouvement, les astres ont leur mouvement. Et d'ailleurs, ça c'est des questions de réflexion. En général, on voit le mouvement ou la vitesse du mouvement comme un rapport de l'espace avec le temps, enfin de la distance avec le temps. Mais en même temps, est-ce qu'on peut percevoir le temps sans mouvement? D'accord? Ce qui nous permet de percevoir le temps, c'est bien qu'il y a un mouvement. Que ce soit le mouvement de la Terre autour d'elle-même pour faire le jour, ou le mouvement d'une montre, ou même le mouvement dans une horloge atomique. Est-ce qu'il y aurait un temps mesurable sans mouvement? C'est-à-dire que les trois choses, c'est pas si évident que le mouvement ne soit qu'un résultant, ou que la résultante du temps et de l'espace. Peut-être qu'il existe aussi dans un autre plan. Et c'est ce que nous dit le Sefer Yetzirah. Et en fait, si vous voulez, si Einstein a parlé de l'espace-temps et de la gravité comme idée de contraction de l'espace-temps, en fait, le modèle kabbalistique, c'est qu'il faudrait parler d'une contraction de l'espace-temps-être. C'est-à-dire que c'est pas simplement... Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avant. On ne parle pas simplement de la dimension quantitative des choses, mais aussi de la qualitative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit... Si vous voulez, un atome d'oxygène, il n'est pas simplement oxygène parce qu'il a un certain nombre de protons et d'électrons. Il a aussi une nature qui lui est propre. Il a un effet qui lui est propre. Dans des éléments plus complexes, comme par exemple un être humain, on n'est pas simplement un amas de cellules qui elles-mêmes sont composées de protéines, composées d'atomes, etc. On est aussi un être en tant que tel. Un individu, un effet en tant que tel. On est un être. Et en fait, l'univers, pour se comprendre, il faudrait le comprendre dans sa dimension à la fois d'espace-temps, mais aussi d'être. Et c'est la combinaison de ces trois choses qui permettrait d'expliquer à la fois, si on explique la contraction comme ça, ou l'expansion de l'univers, on pourrait l'expliquer comme une expansion de l'espace-temps-être. Ça ouvrirait un champ qui serait peut-être que ça peut donner des idées pour ceux qui travaillent sur la matière sombre ou l'énergie sombre, je ne sais pas, une dimension qui est autre que celle qu'on connaît jusqu'à présent. Je sais que tu travailles là-dessus, c'est pour ça que je te lance une perche. Alors, finalement, et on va conclure là-dessus, l'homme il se situe entre ces deux forces de l'univers, qui sont à la fois, si vous voulez, la contraction et l'expansion, qui, dans l'homme, c'est à la fois la construction et la destruction. Et puis l'équilibre entre tout ça. C'est-à-dire que on se situe dans ces trois piliers, en fait, à la fois une expansion, à la fois une contraction, ce qu'on appelle aussi Chesed, Gvura dans la Kabbale. Il faudrait le développer, mais à proprement parler, en fait, l'homme, il peut jouer là-dessus. C'est ça, on a quelque chose à faire. On n'est pas, en quelque sorte, séparé de l'univers. L'univers et nous forment une unité. On est dans l'unité du monde, dans l'unité divine du monde, si vous voulez. L'homme est appelé un microcosme. On est, en quelque sorte, l'image de l'univers, un peu comme dans des fractales, ou même dans quelque chose qui est petit, il y a une image du grand. Et là se situe, en fait, si vous voulez, tout ce qui va nous intéresser pour l'humanité, et il va y avoir des applications de tout ça dans bien des niveaux, que ce soit dans le niveau spirituel, dans le niveau psychologique, dans le niveau social, dans le niveau politique. On peut reprendre avec ces modèles-là, ce modèle de la Kabbale, on peut essayer d'aller plus loin, de trouver en fait des clés pour à la fois comprendre le monde dans sa généralité et aussi notre monde à nous. C'est symbolisé par ces trois piliers, si vous voulez, de l'arbre séphirotique, qui représente justement, il y a le côté droit, le côté gauche, et puis l'équilibre entre les deux. On voit aussi trois niveaux qui correspondent à la dimension spirituelle, la dimension psychologique ou animique, et puis la dimension physique, qui sont, si vous voulez, ça, ce symbole, c'est à la fois un symbole de l'univers au sens très large du terme, mais c'est aussi un symbole de l'homme, et on se situe dans tout ça. Et effectivement, si vous voulez, donc, la finalité de tout ça, c'est... Donc la finalité du monde, c'est d'arriver à le réaliser dans notre univers humain, d'arriver à révéler en quelque sorte cette dimension infinie
et divine dans notre existence, et c'est ça la finalité messianique. Voilà, c'était...